Pendant 30 ans, Pierre avait demandé des autorisations de prospection au propriétaire du terrain, un héritier parisien qui n'avait jamais mis les pieds en Auvergne et qui ne répondait presque jamais au courrier. Chaque fois, quand une réponse arrivait, c'était la même. Non, Pierre avait sollicité la mairie à de multiples reprises. Il avait écrit au département. Il avait contacté le service régional de l'archéologie à Clermont-Ferrand en joignant des dossiers de 40 pages avec des plans, des analyses, des échantillons photographiés. On l'écoutait poliment. On lui expliquait qu'il n'y avait aucune preuve suffisante pour justifier une campagne de fouilles sur un terrain privé. On classait sa demande dans un tiroir. Au village, on l'appelait le fou de la colline. Pas méchamment, avec une tendresse un peu moqueuse, comme on parle d'un enfant qui croit encore au Père Noël à 12 ans. Pierre encaissait. Il souriait de son sourire doux, un peu absent, et il retournait à ses carnets. Colette, elle, n'avait jamais douté de lui. Pas une seule fois en 42 ans de mariage. Elle ne comprenait pas toujours ses explications techniques, les histoires de mania statique et de phénocristaux d'olivine la dépassaient un peu. Mais elle comprenait autre chose. Quelque chose de plus profond, de plus essentiel. Elle comprenait que Pierre ne cherchait pas la gloire ni la reconnaissance académique. Il cherchait la vérité. Une vérité enfouie sous des mètres de terre et de roches, une vérité que seul son regard de géologue avait su deviner. Et cette quête, aussi solitaire et incomprise fut-elle, donnait à sa vie une beauté que Colette admirait en silence chaque jour. Ils formaient un couple étrange, aux yeux du village. Lui, perdu dans ses roches. Elle, les pieds sur terre. Mais ce que personne ne voyait, c'était ce qui se passait le soir, dans leur maison de pierre au bout du chemin de la fontaine. Pierre racontait ses découvertes de la journée avec des yeux brillants, et Colette l'écoutait en tricotant, posant parfois une question qui montrait qu'elle suivait bien plus qu'on ne l'aurait cru. Ils n'avaient pas eu d'enfants. Le destin en avait décidé ainsi, et ils avaient fait leur paix avec cette absence depuis longtemps. Ils étaient devenus l'un pour l'autre tout ce dont un être humain a besoin. Un foyer, un témoin, un refuge. Puis Pierre était tombé malade. Un cancer du pancréas, diagnostiqué en mars, foudroyant. Les médecins de Clermont-Ferrand n'avaient pas mâché leurs mots. 6 mois, peut-être moins. En quelques semaines, l'homme qui grimpait les pentes rocailleuses avec l'énergie d'un garçon de 20 ans ne pouvait plus monter les escaliers de sa propre maison. Colette avait installé un lit dans le salon, face à la fenêtre qui donnait sur la colline. Pierre passait des heures à regarder ce paysage qu'il connaissait mieux que quiconque, ce paysage qui gardait ses secrets intacts. Les dernières semaines furent les plus silencieuses de leur vie commune. Pierre ne parlait presque plus. Il n'en avait plus la force. Mais un soir, 3 jours avant la fin, alors que le soleil descendait derrière les crêtes et que la chambre se remplissait d'une lumière dorée, il avait pris la main de Colette et l'avait serrée avec une force surprenante pour un homme si amaigri. Et il avait murmuré quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. « Promets-moi que tu iras voir. » Colette avait promis, sans hésiter, sans poser de questions, parce qu'elle savait exactement ce qu'il voulait dire. Pierre mourut un matin d'octobre, avec le soleil qui entrait par la fenêtre et le bruit du vent dans les châtaigniers du jardin. Colette resta assise à côté de lui pendant 2 heures après le dernier souffle, tenant sa main qui refroidissait lentement entre les siennes. Elle ne pleurait pas encore. Elle écoutait le silence qui avait pris la place de sa respiration, ce silence qui allait devenir son compagnon quotidien. Pendant les mois qui suivirent, Colette vécut dans une sorte de brouillard. Elle faisait les gestes du quotidien avec une exactitude mécanique. Le pain à la boulangerie, le potager, les volets le matin, les volets le soir. Elle répondait aux voisins qui prenaient de ses nouvelles avec des phrases courtes et un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Mais à l'intérieur, il n'y avait qu'un vide immense et la voix de Pierre qui résonnait en boucle, comme un écho qui refusait de s'éteindre. « Promets-moi que tu iras voir. » Puis un jour de janvier, en rangeant le bureau de Pierre, une tâche qu'elle avait repoussée pendant des semaines parce qu'elle n'en avait pas la force, elle tomba sur le dernier carnet. Celui qu'il avait rempli pendant sa maladie, allongé dans son lit d'hôpital puis dans leur salon, avec des mains qui tremblaient de plus en plus. Sur la couverture cartonnée bleu marine, il avait écrit au feutre noir un seul mot. Colette. Elle l'ouvrit avec des doigts qui tremblaient autant que les siens avaient tremblé en l'écrivant. Ce n'était plus des notes géologiques. C'était un guide destiné à elle, et à elle seule. Pierre avait compilé, avec une précision obsessionnelle qui défiait la maladie, toutes ses découvertes, tous ses relevés, toutes ses hypothèses, organisées dans un ordre logique qu'elle pouvait suivre pas à pas. Et surtout,
Il avait dessiné une carte détaillée du terrain des Roches Noires, plus précise que toutes celles qu'elle avait vues dans ses autres carnets. Un X marquait un endroit sur la pente nord-est, à côté duquel Pierre avait écrit ces mots d'une écriture encore ferme. L'entrée est ici. J'en suis certain. Le courant d'air. Toujours le courant d'air. C'est à ce moment-là que Colette décida de tenir sa promesse. Pas demain. Pas un jour. Maintenant. Quand elle apprit par le notaire du canton que le terrain des Roches Noires avait été saisi par la commune pour impayé de taxes foncières accumulées depuis 15 ans par l'héritier parisien et qu'il serait vendu aux enchères publiques en mars, elle comprit que c'était l'occasion que Pierre avait attendue toute sa vie sans jamais pouvoir la saisir. La chance de faire enfin ce qu'il n'avait jamais pu faire. Le lendemain de la vente, un dimanche matin, Colette se rendit sur le terrain pour la première fois. Le chemin n'existait plus vraiment. Un ancien sentier forestier, envahi par les ronces, les fougères et les rejets de noisetiers sauvages, montait en lacets serrés vers le sommet de la colline. Colette portait les vieilles chaussures de randonnée de Pierre, deux pointures trop grandes pour elle, bourrées de chaussettes épaisses. Son sac à dos en toile cirée contenait le dernier carnet, une lampe frontale neuve qu'elle avait achetée exprès au magasin de sport du Puy-en-Velay, une boussole, 2 bouteilles d'eau et un sandwich au pâté. Elle mit 1 heure et demie pour atteindre le point marqué d'un X sur la carte de Pierre. Ses jambes tremblaient d'effort. Ses mains étaient griffées par les ronces. Mais elle était là. C'était un chaos rocheux, un amoncellement de blocs basaltiques noirs recouverts de mousse et de lichen gris vert, au pied d'une petite falaise qui faisait face au nord. À première vue, il n'y avait rien de remarquable. Des pierres, des ronces, le vent qui sifflait entre les rochers avec cette plainte lancinante propre aux hauteurs du Velay. Mais Colette ferma les yeux. Elle se souvint de ce que Pierre lui avait dit 100 fois. 1000 fois peut-être, avec cette patience infinie des passionnés. Cherche le courant d'air, Colette. La montagne respire. Il suffit d'écouter. Elle resta immobile pendant 10 minutes, le visage tourné vers les rochers, les bras le long du corps, attentive comme elle avait été pendant 36 ans devant ses élèves quand quelqu'un essayait de parler sans qu'on l'écoute. Et elle le sentit. Un souffle d'air frais, à peine perceptible, qui sortait d'entre 2 blocs de basalte. Pas le vent extérieur. Quelque chose de différent. Un air plus froid, plus régulier, plus constant. Comme une respiration lente, profonde, ancienne. Un air qui venait de sous la terre, avec une odeur minérale douce et humide que Pierre avait décrite dans ses carnets comme l'haleine de la montagne. Le cœur de Colette se mit à battre si fort qu'elle dut s'asseoir sur un rocher pour ne pas tomber. Ses mains agrippèrent la pierre froide. Pierre avait raison. Quelque chose existait sous cette colline. Et elle venait de le sentir. Les jours suivants, Colette commença à dégager les rochers autour de la fissure d'où venait le courant d'air. C'était un travail éreintant pour une femme de 68 ans qui n'avait jamais fait de travaux physiques plus lourds que bêcher son potager. Chaque bloc pesait des dizaines de kilos. Certains étaient si lourds qu'elle ne pouvait pas les soulever du tout. Elle utilisa un levier de fortune, une vieille barre de fer trouvée dans le garage de Pierre, et déplaçait les pierres une par une, centimètre par centimètre, les faisant rouler et basculer sur le côté. Le soir, elle rentrait chez elle avec le dos en feu, les mains couvertes d'ampoules, les genoux meurtris. Elle prenait un bain chaud, mangeait une soupe, et relisait le carnet de Pierre avant de s'endormir. Les voisins la voyaient partir chaque matin à l'aube avec son sac à dos et revenir chaque soir au crépuscule couverte de terre, de mousse et d'égratignures. Thérèse, la boulangère, fut la première à poser la question. « Mais qu'est-ce que vous fabriquez là-haut, Colette ?» Colette répondait toujours la même chose. « Je me promène. » Personne n'était dupe, mais personne n'insistait. Le deuil fait faire des choses étranges aux gens, et tout le village savait que cette colline avait été le grand rêve de Pierre. Les rumeurs commencèrent à circuler. Au café, au marché du samedi, à la sortie de la messe. La vieille Morel avait perdu la raison. Le deuil l'avait rendue folle. Elle creusait la montagne comme son mari avant elle. Pauvre femme. C'était dit avec une compassion sincère, la plupart du temps, mais aussi avec cette certitude tranquille des gens qui croient savoir mieux que les autres ce qui est raisonnable et ce qui ne l'est pas. Colette n'en avait cure. Elle avait une carte, un carnet et une promesse à tenir. Au bout de 2 semaines de travail acharné, elle dégagea suffisamment de pierres pour révéler l'ouverture. Ce n'était pas une grotte à proprement parler. C'était un passage. Un tunnel bas, d'environ 1,20 m de hauteur, qui s'enfonçait dans la roche volcanique en pente douce. Les parois étaient lisses, polies par des millénaires de vents souterrains et d'écoulements d'eau. Le sol était recouvert d'une fine couche de sédiments secs et poudreux.
et l'air qui en sortait était régulier, frais, chargé de cette odeur minérale que Colette commençait à reconnaître comme une vieille connaissance. Elle resta longtemps devant cette ouverture, le faisceau de sa lampe frontale plongeant dans l'obscurité. Pierre avait passé 30 ans de sa vie à essayer d'atteindre cet endroit exact, et il n'avait jamais pu y entrer. Colette inspira profondément et se glissa à l'intérieur. Le passage s'élargit progressivement. Après une dizaine de mètres, le plafond monta et elle put se tenir debout. L'air était frais, d'une fraîcheur constante, comme si la température n'avait pas changé ici depuis des siècles. Le silence était total. Pas le silence de l'extérieur, où il y a toujours le vent, un oiseau, un bruit lointain. Un silence minéral, ancien, absolu, un silence qui semblait avoir des millions d'années d'épaisseur. Puis le tunnel s'ouvrit sur une première salle. Colette en eut le souffle coupé. C'était un tube volcanique, exactement comme Pierre l'avait prédit dans ses carnets. Un tunnel naturel creusé par une coulée de lave il y a des dizaines de milliers d'années, avec un plafond voûté parfaitement lisse qui portait encore les ondulations du magma en mouvement et des parois aux reflets vitreux dans la lumière de la lampe. La salle faisait environ 8 mètres de large sur 15 mètres de long, avec un plafond de 4 mètres. L'acoustique était étrange, feutrée, comme si les murs absorbaient les sons au lieu de les renvoyer. Mais ce qui fit trembler les mains de Colette, ce ne fut pas la géologie. Ce furent les traces. Sur le sol de la salle, à moitié recouverte de sédiments accumulés au fil des millénaires, il y avait des restes de foyers. Des pierres disposées en cercle, noircies par la fumée ancienne. Des fragments d'os, petits, blanchis. Des éclats de silex taillés, certains si fins qu'ils brillaient comme du verre dans le faisceau de sa lampe. Des humains avaient vécu ici. Il y a très, très longtemps. Colette s'assit au milieu de la salle, posa sa lampe sur le sol, et pleura. Pas de tristesse. De gratitude. D'une émotion si violente qu'elle ne trouvait pas d'autre moyen de l'exprimer. Pierre avait eu raison pendant 30 ans, et personne au monde ne l'avait cru. Sauf elle. Elle revint le lendemain, et le surlendemain, et chaque jour pendant les semaines qui suivirent, avec la régularité implacable d'une institutrice qui n'a jamais manqué un seul jour de classe en 36 ans. Le réseau de tubes était bien plus étendu que ce que Pierre lui-même avait osé imaginer. Derrière la première salle, un second passage, plus étroit, menait à une galerie longue d'une 40aine de mètres qui descendait en pente douce vers ce que Colette supposait être le cœur de la colline. Des bifurcations s'ouvraient de chaque côté, certaines trop étroites pour qu'elle puisse s'y engager, d'autres assez larges pour mener à de nouvelles salles. Colette progressait lentement, méthodiquement, en marquant chaque intersection avec de la craie rouge sur la paroi de gauche, comme Pierre le lui avait enseigné dans son carnet. Toujours à gauche, Colette. La main gauche sur le mur. Tu ne te perdras jamais. C'est dans la 3e salle, celle qu'elle atteignit au bout de 3 semaines d'exploration prudente, que tout bascula. La salle était plus petite que les précédentes, presque intime. Mais son plafond était étonnamment haut, formant une sorte de dôme naturel. Et sur les parois, dans la lumière tremblante de sa lampe frontale qui commençait à faiblir, Colette découvrit quelque chose qui la fit tomber à genoux. Des peintures. Des dizaines de peintures rupestres, tracées à l'ocre rouge et au charbon noir sur la roche volcanique, qui couvraient les murs du sol jusqu'à une hauteur de 2 mètres. Des aurochs aux cornes majestueuses lancées en avant, figés dans un mouvement si vivant qu'on les aurait crus prêts à charger. Des chevaux au galop, avec une grâce et une précision anatomique qui coupaient le souffle. Des cerfs portant des ramures immenses. Des bouquetins dressés sur leurs pattes arrière. Des formes géométriques, des lignes, des points alignés dont elle ne comprenait pas la signification mais qui parlaient d'un monde intérieur riche et complexe. Mais ce n'était pas tout. Sur une paroi entière, protégée par un surplomb naturel, il y avait des mains. Des empreintes de mains humaines, soufflées en négatif avec de l'ocre rouge, disposées en rangées irrégulières comme un registre silencieux de présence disparue. Des mains d'adultes, larges et puissantes. Des mains d'enfants, petites, délicates. Des dizaines de mains qui semblaient traverser le temps pour toucher le présent depuis un passé vertigineux. Colette tendit la sienne, sans toucher la paroi, et la plaça en face d'une empreinte d'enfant. La taille était exactement la même que celle d'un élève de cours élémentaire. Elle resta dans cette salle pendant 3 heures, assise par terre, entourée de ces images qui avaient traversé des millénaires dans le silence de la montagne. Elle photographia tout avec son vieil appareil numérique, en prenant soin de ne jamais toucher les parois, de ne jamais déplacer un caillou. Elle nota dans le carnet de Pierre chaque détail, chaque couleur,
chaque forme, avec le soin méticuleux d'une femme qui sait que ce qu'elle regarde est infiniment fragile et infiniment précieux. En sortant du tunnel ce soir-là, couverte de poussière et les genoux douloureux, elle s'assit sur les rochers à l'entrée et regarda le ciel qui virait au violet au-dessus des monts du Velay. Le vent portait une odeur de châtaigne et de terre humide. Pour la première fois depuis la mort de Pierre, Colette sourit véritablement. Un sourire qui montait des profondeurs, comme l'air de la montagne. Puis elle redescendit au village sans dire un mot à personne. Colette savait qu'elle devait être prudente. Terriblement prudente. Si elle parlait trop vite, si la nouvelle se répandait sans contrôle, les choses pouvaient mal tourner de mille manières. On pourrait contester sa propriété du terrain. Des curieux pourraient envahir le site et endommager les peintures. Des collectionneurs privés pourraient tenter de prélever des pièces. Elle avait passé 36 ans à enseigner l'histoire et la géographie à des enfants. Elle savait à quel point les traces du passé sont fragiles et à quelle vitesse les humains peuvent détruire ce que le temps a patiemment préservé. Pendant 3 semaines supplémentaires, elle continua seule ses explorations, documentant chaque salle, chaque passage, chaque trace d'occupation humaine avec une rigueur qui aurait rendu Pierre fier. Elle découvrit que le réseau comptait au moins 7 salles principales reliées par des passages de tailles différentes. Certaines salles contenaient des vestiges de foyers successifs, des outils en silex de factures variées, des fragments de poterie de différentes époques. D'autres étaient ornées de peintures. L'une d'elles, plus profonde et plus froide que les autres, contenait ce qui ressemblait à des sépultures anciennes, des pierres plates disposées avec soin autour de formes oblongues dans le sol. Mais la découverte la plus stupéfiante l'attendait dans la dernière salle du réseau, la plus profonde, la plus difficile d'accès, celle qu'elle mit 4 semaines à atteindre en progressant mètre par mètre. Cette salle était différente de toutes les autres. Plus grande, plus haute, avec une acoustique extraordinaire qui faisait résonner le moindre souffle comme dans une cathédrale de pierre. Et sur les parois, les peintures n'étaient pas préhistoriques. Elles étaient médiévales. Des croix gravées profondément dans la roche volcanique. Des inscriptions en latin dont Colette, avec ses souvenirs de latiniste du lycée, arriva à déchiffrer quelques fragments. Des fresques représentant des scènes religieuses, peintes avec des pigments naturels qui avaient gardé une vivacité extraordinaire grâce à l'obscurité totale et à la température constante du souterrain. Des visages de saints aux yeux immenses. Une vierge à l'enfant d'une douceur presque insoutenable. Et des noms, gravés dans la pierre, avec des dates du XVIe siècle. Colette comprit alors l'ampleur vertigineuse de ce qu'elle avait découvert. Ce réseau n'avait pas été utilisé uniquement à la préhistoire. Il avait été redécouvert et réutilisé au fil des siècles par des humains différents qui ne connaissaient probablement même pas l'existence des occupants précédents. Les peintures rupestres dataient peut-être de 20 000 ans. Les traces médiévales, ces croix et ces prières gravées dans la pierre, suggéraient que des moines ou des communautés persécutées avaient trouvé refuge dans ces grottes pendant les guerres de religion, au XVIe siècle. Et entre les deux époques, d'autres traces d'occupation, d'autres fragments de poterie, d'autres outils, d'autres vies dont l'histoire ne gardait aucun souvenir. Pierre avait toujours dit que la montagne gardait la mémoire de tous ceux qui l'avaient habitée. Il avait raison au-delà de tout ce qu'il avait osé imaginer dans ses carnets les plus audacieux. C'est à ce moment-là que Colette commit la seule erreur de tout le processus. Un matin, en rentrant du terrain, épuisée et encore habitée par l'émotion de ses découvertes, elle s'arrêta à la boulangerie comme d'habitude. Thérèse, derrière son comptoir, lui jeta un regard inquiet. « Vous avez l'air fatiguée, Colette. Vous devriez vous reposer un peu. » Colette répondit qu'elle avait beaucoup marché. Thérèse insista, avec cette sollicitude chaleureuse et insistante des boulangères de village, qui sont aussi les confidentes de tout le monde. Et Colette, portée par l'émotion, épuisée par des semaines de solitude et de découverte qu'elle ne pouvait partager avec personne, laissa échapper une phrase qu'elle regretta immédiatement. « J'ai trouvé quelque chose là-haut, Thérèse. » Pierre avait raison. Les yeux de Thérèse s'écarquillèrent. Ses mains, qui emballaient une miche, s'immobilisèrent. 2 heures plus tard, tout le village était au courant. Les réactions furent exactement ce que Colette avait craint. Certains villageois se moquèrent ouvertement. La Morel a trouvé la caverne d'Ali Baba, tu parles. D'autres, plus curieux ou plus cupides, commencèrent à monter vers le terrain pour essayer de voir de leurs propres yeux ce que cachait la colline. Colette dut installer une chaîne et un cadenas sur le sentier d'accès. Le maire, Gérard Faure, la convoqua dans son bureau dès le lendemain. Il voulait savoir ce qu'elle trafiquait exactement sur cette colline.
Il lui rappela d'une voix sèche que toute découverte archéologique effectuée sur le sol français appartenait à l'État, conformément au Code du patrimoine. Il lui ordonna de cesser immédiatement toute activité en attendant une inspection officielle. Colette le regarda droit dans les yeux avec le calme d'une femme qui a affronté 36 rentrées scolaires. « Ce terrain est à moi, Gérard. J'ai l'acte de vente signé. Et je n'ai rien détruit, rien déplacé, rien prélevé. J'ai regardé. J'ai photographié. C'est tout. » Le maire la menaça de saisir la préfecture. Colette rentra chez elle et décrocha le téléphone. Elle appela quelqu'un qu'elle n'avait pas contacté depuis les obsèques de Pierre. Le professeur Étienne Delmas, paléontologue et spécialiste d'art pariétal à l'Université de Lyon, ancien collègue et ami de Pierre, et surtout le seul scientifique de renom qui avait toujours pris ses recherches au sérieux. Étienne avait prononcé un éloge funèbre sobre et émouvant aux funérailles de Pierre, dans lequel il avait dit que la science perd parfois ses meilleurs éclaireurs dans l'indifférence. Étienne décrocha à la 3e sonnerie. Quand Colette lui décrivit ce qu'elle avait trouvé, les peintures rupestres, les mains en négatif, les vestiges médiévaux, le réseau de cette salle, il y eut un très long silence au bout du fil. Si l'on que Colette crut que la communication avait été coupée. « Colette, êtes-vous absolument certaine de ce que vous me décrivez? » « J'ai des photos, Étienne. 247 photos. Vous pouvez venir voir vous-même. Demain, si vous voulez. » Étienne Delmas arriva le surlendemain, un samedi matin pluvieux, accompagné de 2 collègues de son département, un préhistorien spécialisé en art pariétal et une géologue spécialiste des formations volcaniques. Colette les accueillit avec du café et des tartines, puis les guida à travers le sentier boueux jusqu'à l'entrée du réseau souterrain. Elle les regarda se glisser dans le tunnel avec leurs lampes professionnelles, leurs instruments de mesure et leur excitation mal contenue. Quand ils ressortirent, 4 heures plus tard, les genoux terreux et les yeux rouges, Étienne Delmas avait les larmes aux yeux. Il s'approcha de Colette, qui attendait assise sur un rocher en mangeant un sandwich. Il la prit par les épaules. Et il dit quelque chose qu'elle attendait depuis plus de 30 ans. Quelque chose que Pierre n'avait jamais entendu de son vivant. Pierre avait raison, Colette. Sur toute la ligne. Et ce que vous avez trouvé ici pourrait bien être l'une des découvertes archéologiques les plus importantes de ces 50 dernières années en France. Les semaines suivantes furent un tourbillon qui emporta tout sur son passage. Étienne contacta le CNRS, le ministère de la Culture, la Direction régionale des affaires culturelles d'Auvergne-Rhône-Alpes. Une équipe pluridisciplinaire fut constituée en urgence, réunissant des préhistoriens, des médiévistes, des géologues, des spécialistes en conservation et des experts en datation. Les premières analyses au carbone 14, effectuées sur des fragments de charbon prélevés dans les foyers, confirmèrent les estimations les plus audacieuses. Les peintures rupestres de la 3e salle dataient d'environ 18 000 ans, ce qui en faisait l'un des ensembles d'art paléolithique les mieux préservés découverts en Europe depuis la grotte Chauvet en Ardèche. Les inscriptions médiévales dataient précisément de la période des guerres de religion, confirmant l'hypothèse d'un refuge clandestin utilisé par des communautés protestantes persécutées au XVIe siècle. Mais ce qui stupéfia les chercheurs au-delà de toute attente, ce fut la continuité extraordinaire du site. Le réseau des Roches Noires portait les traces de 20 000 ans d'occupation humaine quasi continue. Chaque époque avait laissé sa marque dans la pierre. Ses outils, ses dessins, ses morts, ses prières. C'était comme un livre d'histoire vivant, un palimpseste de l'humanité préservé dans l'obscurité d'une montagne que tout le monde avait jugée sans intérêt. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. D'abord dans la presse régionale. Le Progrès, La Montagne. Puis les quotidiens nationaux. Le Monde, Le Figaro, Libération. Puis les télévisions, France 2, TF1, Arte qui consacra un reportage spécial d'1 heure. Et enfin la presse internationale. En quelques semaines, Saint-Julien-des-Combes, ce village de 800 habitants perdu entre les plateaux volcaniques du Velay, devint le centre d'attention du monde archéologique. Et Colette Morel, l'institutrice à la retraite qui avait acheté un terrain réputé inutile pour 5 € lors d'une vente aux enchères où personne ne voulait lever la main, devint malgré elle le visage de cette découverte. Le maire, Gérard Faure, celui-là même qui l'avait convoqué dans son bureau pour la menacer de sanctions administratives, fut le premier à retourner sa veste avec l'agilité d'un homme politique chevronné. Il donna une conférence de presse devant la mairie où il se félicita longuement de la richesse patrimoniale exceptionnelle de notre commune et annonça un projet de route d'accès au site financé par le conseil départemental.
Il prononça le nom de Pierre Morel une seule fois, en passant, comme s'il s'agissait d'un détail anecdotique. Il ne mentionna jamais qu'il avait tenté d'empêcher Colette de poursuivre ses recherches. Personne ne le lui rappela publiquement, même si tout le village s'en souvenait parfaitement. Les habitants, eux, passèrent par plusieurs phases qui se succédèrent comme les saisons. D'abord l'incrédulité, puis la fierté, celle qui gonfle la poitrine quand on découvre qu'on vit dans un endroit qui compte. Puis une forme de honte silencieuse, diffuse, en réalisant qu'ils avaient passé 30 ans à se moquer d'un homme qui avait vu ce qu'aucun d'entre eux n'avait voulu voir. Le fou de la colline avait eu raison. Et eux, avec leur bon sens et leur certitude tranquille, avaient eu tort. Certains vinrent frapper à la porte de Colette pour s'excuser. Elle les recevait dans sa cuisine, leur offrait du café dans les tasses en faïence blanche qu'elle utilisait depuis toujours, et leur disait que Pierre n'avait jamais été en colère contre personne. Il était triste, parfois, quand on ne le croyait pas, mais il n'était jamais en colère. Ce n'était pas dans sa nature. Il disait toujours que la terre finirait par parler toute seule. Il suffisait d'être patient. 6 mois jour pour jour après la vente aux enchères, une cérémonie officielle eut lieu à Saint-Julien-des-Combes. Le site des Roches Noires fut officiellement inscrit sur la liste des monuments historiques par arrêté du ministre de la Culture, qui fit le déplacement depuis Paris. Des dizaines de journalistes, de scientifiques, de représentants d'institutions culturelles internationales se pressaient sur la place du village. Les caméras du monde entier étaient braquées sur cette colline que personne n'avait voulu acheter pour 5 €. Colette monta sur l'estrade improvisée devant la mairie. Elle portait son manteau gris habituel, son écharpe en laine tricotée à la main et les chaussures de randonnée de Pierre. Elle n'avait pas préparé de discours. Elle n'avait jamais aimé les discours. 36 ans devant une classe lui avait appris que les mots les plus vrais sont ceux qui viennent sans qu'on les cherche. Elle regarda la foule, les journalistes avec leurs micros tendus, les scientifiques en blouson de terrain, les voisins qui la connaissaient depuis toujours et qui la regardaient maintenant comme s'ils la voyaient pour la première fois. Et elle dit simplement, « Ce terrain, ce n'est pas moi qui l'ai acheté. C'est Pierre. Je n'ai fait que terminer ce qu'il avait commencé. » Puis elle descendit de l'estrade et rentra chez elle à pied, par le chemin qu'elle prenait chaque jour depuis 42 ans. Le soir, seule dans la maison silencieuse, elle s'assit dans le fauteuil de Pierre, celui dont le cuir gardait encore la forme de son corps. La fenêtre donnait sur la colline des Roches Noires, dont la silhouette sombre se découpait contre le ciel étoilé. Elle ouvrit le dernier carnet, celui qui portait son prénom sur la couverture, et tourna la dernière page. Celle qu'elle n'avait jamais lue, parce qu'elle avait eu peur de ce qu'elle y trouverait. Pierre y avait écrit quelque chose. Quelques lignes, à l'encre bleue, d'une écriture tremblante qui portait toute la fragilité de ces derniers jours. « Ma chère Colette, si tu lis ces lignes, c'est que tu as tenu ta promesse. Je n'en ai jamais douté. Merci de m'avoir cru quand personne d'autre ne le faisait. Tu as été la seule lumière dans mes années d'ombre. La montagne gardera notre histoire, comme elle a gardé toutes les autres. Je t'aime, pour toujours. Pierre. » Colette referma le carnet. Elle posa la main dessus, doucement, comme si elle pouvait toucher celle de Pierre à travers les mots. Dehors, le vent soufflait sur la colline des Roches Noires. Là où des mains humaines avaient laissé leur empreinte il y a 20 000 ans. Là où des moines avaient prié dans le secret pour survivre à la persécution. Là où un géologue solitaire avait cherché la vérité pendant 30 ans sans que personne ne veuille la voir. Là où une femme de 68 ans avait tenu la promesse faite à l'homme qu'elle aimait. Les grandes découvertes ne sont pas toujours faites par les plus puissants, ni par les plus riches, ni par ceux qui ont les titres les plus impressionnants. Parfois, elles sont faites par ceux qui aiment assez pour ne jamais abandonner. Par ceux qui continuent de croire quand le monde entier a cessé de le faire. Et par ceux qui comprennent que la chose la plus précieuse sur cette terre n'a parfois aucune valeur aux yeux de ceux qui ne savent pas regarder. Le terrain des Roches Noires avait coûté 5 €. La promesse qu'il avait rendue possible n'avait pas de prix. Et quelque part, dans le silence de la montagne, Pierre Morel souriait.